Alors, dans les précédentes vidéos, je vous avais parlé un petit peu de cette architecture en cercle, hein, en ring, et je vous avais parlé des fameux anneaux négatifs, -1, -2, -3 dans l'architecture Intel. Et pourquoi? Ce sont des menaces de sécurité. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc, ce ne sont pas des anneaux de protection réels, hein, comme on dit, mais en fait des niveaux de privilèges conceptuels qui sont susceptibles d'être exploités. Alors, si on doit parler architecture processeur, hein, c'est extrêmement complexe. Il y a des bouquins de 2000 pages pour vous expliquer toute l'architecture d'un processeur. C'est pas le but aujourd'hui, mais c'est de dépasser cette conception qu'ont la plupart des informaticiens et qui ne connaissent que le ring 0, dont vous êtes sûrement familier, qu'on appelle le noyau, le kernel, hein, le kernel land, et le ring 3 qu'on appelle le user land, hein, le user mode. Il y a plusieurs termes. D'accord? Et entre les deux, je vous disais l'interface. L'interface avec les drivers qui bossent en plus bas niveau, typiquement votre carte réseau, ça peut être un driver de carte graphique, qui vont être le Ring 1 et des drivers de souris, de votre webcam, qui bossent en plus haut niveau d'abstraction, qui sont plutôt en Ring 2, hein, je schématise volontairement. Le problème, c'est que si on a cette architecture en tête, on passe à côté de trois niveaux entiers de vulnérabilité en termes de processeur. Alors, je vais développer un peu. Dans les processeurs Intel, hein, c'est ce qu'on appelle l'IA, l'architecture Intel. IA, pas rien à voir avec l'intelligence artificielle. Il existe quatre anneaux, hein, de protection qui sont implémentés dans le matériel à l'aide de 2 bits dans la table de descripteur de segment, comme on l'appelle. On appelle ça des bits de niveau de privilège descripteur, hein. Donc, segment descriptor table et descriptor privilege level, qu'on appelle DPL, hein, les bits des PL. La logique matérielle derrière tout ce principe d'anneau, en fait, hein, de ring, ça permet au processus qui s'exécute à un niveau de privilège donné d'accéder à la mémoire à ce niveau de privilège, hein, en fonction du numéro de l'anneau ou un qui lui est supérieur. Ainsi, tout ce qui fonctionne au niveau du ring 0, le DPL, le bit est à 0, vous l'avez compris, peut accéder à n'importe quoi dans n'importe quel des autres anneaux qui sont numérotés de façon positive. D'accord? Donc de même, tout ce qui fonctionne dans le ring 3, DPL avec un bit de 3, ne peut accéder qu'à d'autres mémoires ring 3. D'accord? Donc pas celles qui sont en dessous. Vous l'avez compris. La 2, la 1 et la 0. Alors en utilisation normale, en fait, ces rings, au niveau de l'architecture, on a le kernel lent, le noyau. Le kernel, c'est le ring 0. C'est là où vous avez les privilèges les plus élevés, hein. C'est quand on fait des appels très bas niveau directement avec le noyau. Ensuite, je vous le disais, ring 1, pilote de périphérique. Ring 2, pilote de périphérique. Tout va dépendre, hein. Ce qui a besoin de communiquer avec la couche physique, avec la couche du noyau, sera généralement en interaction au niveau du ring 1. Et ce qui est plus proche de la couche applicative sera en ring 2. Et tout en haut, ce que vous connaissez, vous interagissez tous les jours. Je vous le dis toujours, c'est votre shell, c'est votre interface graphique utilisateur, c'est la couche applicative. D'accord? Et là, à ce niveau-là, bah, les applications utilisateurs ont le privilège le plus bas. Donc, c'est ce que vous avez illustré dans ce concept. C'est pour ça qu'on parle des seigneurs des anneaux, puisque bah, vous allez le voir, les agences de renseignement sont vraiment les seigneurs des anneaux, hein, pas de l'anneau, des anneaux, parce qu'il y en a plusieurs. Donc plus sérieusement, les anneaux de protection au niveau de l'architecture Intel, standard, vous les voyez là. On a des codes couleurs. Et donc ce principe, en fait, c'est, vous l'avez compris, on part, dans le meilleur des cas, hein, de la couche rouge, du kernel, du ring 1, et ces couches peuvent communiquer uniquement avec les couches supérieures. On va dire, on peut passer du pourpre, hein, au rouge, du rouge au jaune, du jaune au vert. Mais l'autre, l'inverse, n'est pas possible. D'accord? Donc, on incrémente tout le temps. D'accord? Donc, 0, j'incrémente, je peux passer à 1. De 1, je peux passer à 2. De 2, je peux passer à 3. Mais je ne peux pas passer de 3 à 2. D'accord?
Donc c'est ce principe. C'est ce qu'on appelle la protection standard au niveau de l'architecture Intel. C'est les fameux protection rings, hein, comme on les appelle. Donc il y a aussi des variantes, hein, de ces anneaux qui sont utilisés, mais les limitations d'accès restent les mêmes. Par exemple, dans de nombreux environnements cloud, vous savez qu'on parle de bare metal, c'est directement l'hyperviseur, hein, qui se trouve dans l'anneau 0. Ce n'est pas votre système d'exploitation. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de technologie bare metal, hein. Allez voir quelques petits papiers pour mieux comprendre. Techniquement, c'est beaucoup plus sécurisé que déjà l'hyperviseur. On a plusieurs types d'hyperviseurs. Là, on parle d'hyperviseur bare metal. C'est-à-dire, ce n'est pas l'hyperviseur que vous avez sur vos ordinateurs. Vous utilisez VirtualBox, vous utilisez KVM, vous utilisez Hyper-V, vous utilisez VMware. Ce sont des hyperviseurs de haut niveau d'abstraction, pas bas niveau, hein. Ceux qui sont en bas niveau, les bare metal, vous les retrouverez typiquement dans une infra cloud, dans les centres de données. Et c'est beaucoup plus sécurisé parce que la compartimentation est réellement matérielle. D'accord? Donc on a l'hyperviseur qui est à l'anneau 0, hein. Vous pouvez le faire chez vous avec, par exemple, en installant un Cubes, hein. Cubes, c'est ce principe. Cubes va s'intercaler. Plutôt qu'installer votre kernel sur le ring 0, vous allez installer Cubes, hein, qui est un hyperviseur qui utilise KVM, je crois, de mémoire, et qui va installer à la place du noyau. D'accord? Donc à partir du moment où bah, l'hyperviseur prend la place du ring, hein, du ring 0, vous avez bien compris que ça modifie la structure inhérente de nos anneaux de production. D'accord? Donc le noyau d'un utilisateur passe cette fois-ci en ring 1. Les pilotes de périphérique de cet utilisateur seront en ring 2, ring 3. Et c'est ce qu'on appelle l'alternate IA, Protection Rings ou Protecting Rings. D'accord? Alternate Cloud, on entend. Donc là, vous voyez on a remplacé quoi? On a remplacé une des couches qui était utilisée par les drivers. Vous vous rappelez, on avait une couche 1 utilisée par les drivers. Cette fois-ci, cette couche 1 fusionne avec la couche 2 qui va gérer l'ensemble des pilotes dédiés aux composants de l'ordinateur. On garde la couche 3 en vert en ring 3. Par contre, le user kernel qui était en ring 0 passe en ring 1 et l'hyperviseur passe au centre. D'accord? Plus vous êtes au centre, plus vous contrôlez en fait, hein, le reste des couches. Je vous dis toujours, votre shell, c'est la coquille, hein. C'est comme un fruit et vous avez le noyau. Qui contrôle le noyau contrôle le reste du fruit. Si je dois vous faire des analogies, des métaphores. D'accord? Et typiquement, même un flux réseau, votre pile TCP, c'est du bas niveau, hein. On a besoin du coup de la couche physique qui communique avec la L1, L2, L3, hein, par rapport au modèle OSI. Tout ça, ça se passera là, hein. Même j'ai envie de dire, tous vos flux TCP, comme on a besoin de sockets et tout ça, ça passera directement au niveau du user kernel. Et même parfois, on a des hyperviseurs qui vont gérer, hein, indépendamment du noyau, la pile TCP. Ça dépend, encore une fois, de l'architecture qui est mise en place, des solutions qui sont utilisées. Le but, c'est d'avoir un esprit critique. Donc, soyons négatifs, hein, avec un petit jeu de mots à deux balles. D'accord? Donc, on a vu ce principe d'anneau positif, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a toute une architecture qui est plutôt opaque, hein. Je vous disais que c'est le principe de black box. Et malheureusement, on suppute, on a des preuves, puisque bah, je vous ai dit, on a eu beaucoup de documents qui ont été déclassifiés depuis l'affaire Snowden, mais ça reste de la technologie qui est propriétaire. Donc, on a une, on sait, hein, puisqu'il y a des chercheurs qui ont découvert des failles matérielles, des portes dérobées, on sait un petit peu comment la théorie, théoriquement, comment ça fonctionne. Après, vous savez que au niveau de la technique, c'est beaucoup plus complexe, et comme ce sont des technologies propriétaires, la rétro-ingénierie est extrêmement compliquée. Donc, ce sont les meilleurs ingénieurs qui sont à même, en fait, de comprendre ce qui s'y passe vraiment, hein. Même, je pense que des ingénieurs de chez Intel ont qu'une vague idée de ce qui s'y passe. Donc, si on doit résumer, si vous avez un processeur Intel, vous avez forcément une carte mère Intel.
Si vous avez un processeur AMD, vous avez forcément quoi? Une carte mère AMD. Alors, vous avez d'autres fabricants, OEM, d'accord? Vous allez acheter des marques, d'accord? Mais ce qui compte, c'est qu'on a besoin d'un chipset d'architecture pour faire fonctionner un processeur de la même architecture, d'accord? Donc là, si on parle de processeur Intel, on a des chipsets d'architecture Intel. Et ils ont également trois niveaux de privilèges supplémentaires, hein, tous avec un privilège de niveau supérieur à celui du noyau d'exploitation. Et c'est là que ça devient extrêmement sensible, hein. On les appelle les ring -1 au ring -3. D'accord? Donc, le ring -1, ring -1, hein, comme on l'appelle en anglais, c'est le moins privilégié des anneaux négatifs. Et vous l'avez compris, le ring -3, le -3, est le plus privilégié. Donc le -3 peut accéder à n'importe quoi. Donc vous l'avez bien compris, on attaque les 7 couches. Pourquoi 7? Parce que vous avez bien compris, -3 remonte à -2, à -1, à 0, à +1, à +2, à +3. Celui qui contrôle le -3 contrôle l'ensemble de la machine. Et le reste de la machine ne peut pas surveiller l'activité, ne peut pas savoir ce que fait le -3. Le -3, c'est le big boss. D'accord? Si je reprends notre exemple, le -2 peut accéder à n'importe quoi au niveau du ring -2 via l'incrémentation. Il va pouvoir remonter au niveau, aux échelons d'abstraction supérieurs, également comme le -3. Sauf que lui, il peut pas savoir ce que fait le -3, d'accord? Il est de -2 à +3, d'accord? Lui, il contrôle 6 niveaux d'abstraction. Donc c'est ce principe d'asservissement, hein. Celui qui est tout en bas peut voir ce que font les autres au-dessus de lui en termes de couches d'abstraction matérielle. L'inverse n'est pas vrai, d'accord? Donc les anneaux négatifs sont des niveaux conceptuels de privilège, hein. C'est pas des anneaux de protection de processeurs réels comme le ring 0, ring 1, ring 2, ring 3. D'accord? Alors, contrairement aux anneaux positifs qui sont implémentés dans le matériel, avec une paire de bits pour spécifier le numéro d'anneau, hein, je vous ai parlé de quoi au tout début? Je vous ai dit qu'on avait une architecture Intel qui utilisait deux descripteurs. Un descripteur de segment et un descripteur de niveau de privilège. D'accord? Via des bits qu'on utilise, qu'on appelle DPL. D'accord? DPL 0, DPL 1, DPL 2, DPL 3. Donc là, en fait, il n'existe aucun ensemble équivalent de bits pour spécifier les nombres d'anneaux qui sont négatifs. Il existe des bits, en effet, qui spécifient l'état pour le ring -1 et le ring -2, mais le ring -1 est en fait un processeur séparé dans le chipset du processeur. C'est ce qu'on appelle un SoC, System on Chip. D'accord? Donc je répète, qu'est-ce que tu as dit, saltimbanque? Il y a un processeur séparé du chipset de ton processeur qui fait ce qu'il veut, qui a son propre noyau d'exécution, qui a sa propre pile TCP et qui peut faire des appels directement aux composants, au processeur, totalement invisibles à la fois des composants et du système d'exploitation. Tu as compris que c'était le parfait petit espion. D'accord? On va taper dans la table APCI, on va faire des appels SMI. Je t'en ai déjà parlé. D'accord? Donc on va voir brièvement, hein, c'est de la théorie, mais bien sûr, c'est la faille la plus grande et la plus violente qui est présente dans tous les processeurs Intel et AMD et tous les autres, je vous rassure. Puisque, encore une fois, je vous parlerai dans une seconde vidéo de votre carte SIM et de votre broadband, le modem de vos smartphones, qui est exactement, qui a la même architecture. C'est-à-dire que votre carte SIM, le modem de votre téléphone, sont tous les deux des SoC, des systèmes on chip. Ce sont des processeurs séparés de véritables petits ordinateurs indépendants du userland, de votre smartphone, de vos applications, du système d'application de l'OS qui fait tourner votre téléphone. Dans votre carte SIM, il y a un mini ordinateur. Dans le modem qui permet d'interconnecter la carte SIM à votre système d'exploitation de votre smartphone, vous avez également un autre processeur qui sont indépendants. Ce sont tous les deux des portes dérobées
pour faire des attaques, des APT militaires, ni plus ni moins. Hein. Je vous redirige vers l'affaire Pegasus. Donc, ça, il faut bien le comprendre. D'accord? On a tendance à avoir une vision monolithique, hein, des choses. J'ai un processeur, le processeur va faire tel type de traitement, tel type de calcul. D'accord? J'ai ma carte graphique qui va faire tel type de calcul. Mais vous savez qu'au fil du temps, autant on a des unités de traitement qui sont ultra rationnelles, qu'on a spécialisées, autant on a des unités qui sont à but généraux. D'accord? Pourquoi on appelle ça un GPU, votre carte 3D par exemple? Parce que c'est du General Purpose Unit. Hein. Ta carte graphique, je peux m'en servir pour, bien sûr, dessiner des vertices. Hein. Ces vertices vont dessiner quoi? Bah, des triangles en fait, des polygones. Ces polygones vont permettre d'animer une scène 3D. Ok? Je vais pouvoir faire des images de synthèse. Je vais pouvoir faire jouer, faire tourner ton jeu vidéo préféré, hein, Call of Duty, Fortnite. Mais avec cette même puissance de calcul, hein, autant on peut faire de la rastérisation, comme on l'appelle en 3D. C'est un des modes, hein, pour afficher de la 3D. On a ce principe de rastérisation. On a maintenant le principe de ray tracing que vous avez entendu parler. Donc pareil, ce sont des calculs qui sont totalement différents en fonction des besoins que j'ai. Ce principe qu'on peut en 3D, on peut faire du forward rendering ou on peut faire du pre-rendering. Hein. On va pré-calculer les images. Hein. On peut utiliser pour la lumière de la lumière en temps réel avec le ray tracing par exemple. On peut également utiliser des calculs qu'on appelle du GI, hein, du Global Illumination en 3D quand vous faites du jeu vidéo. D'accord? Donc tout ça, c'est des techniques, des calculs différents. Hein. Le but, eh ben, c'est d'afficher, c'est un but général, afficher de la 3D, tu vois. Mais toutes ces unités, je vais pouvoir m'en servir avec plus ou moins d'efficience, avec plus ou moins de capacité de traitement, de calcul en virgule flottante, hein, puisqu'on travaille rarement sur des entiers, on fait de la virgule flottante. Et c'est ce principe, hein, de FPU, hein, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Les cartes maintenant explosent et les cartes pro, on calcule, hein, en FP 64. D'accord? La plupart de vos jeux, il y a 15-20 ans, utilisaient du 8, du 12, du 16 bits. Hein. Après, on s'est dit, vous l'avez compris, hein, plus on arrondit, plus on perd en précision. Ces précisions, eh ben, c'est des pixels qui sont beaucoup moins précis. D'accord? Euh, on avait au tout début des processeurs Pentium, euh, même avant, hein, les 486 de chez Intel, on a ajouté un DX. Hein. Les 486 DX, avant, ils étaient S6. Le DX, c'est le coprocesseur arithmétique. C'est lui qui va faire des calculs, hein, en virgule flottante. Et des fois, on avait des unités de calcul en virgule flottante, des coprocesseurs arithmétiques qui étaient faussé, hein, qui était défaillant. On continue à vendre quand même les processeurs. Hein. Donc à l'époque, tu jouais à Doom et l'utilisateur final, quand il faisait du jeu vidéo, on s'en foutait. Ça permettait à Intel de refourguer des processeurs qui n'auraient jamais tenu une rigueur mathématique, algorithmique, euh, pour le calcul scientifique. Par contre, pour faire du multimédia, l'utilisateur final ne s'en rendrait pas compte. Hein. La plupart des jeux tournaient à l'époque en 320 par 200. Hein. Au début des années 93, 94, 95, la plupart des jeux utilisaient une résolution de 640 par 480. D'accord? C'était du 480p. Euh, donc, c'était des pixels, et ces pixels, eh ben, on faisait des calculs en virgule flottante. D'accord? Plus je calcule en bits élevés, hein, je passe du 16 au 32, du 32 au 64, plus, si tu veux, la finesse, hein, au niveau de mes pixels, la rigueur, en termes de delta de couleur et tout ça, le piqué est amélioré. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, on revendait ces vieux processeurs. Intel s'est fait des couilles en or avec ça, d'ailleurs, dans les années 90. Et toi, bah, tu sais quoi, sur Doom, bah, t'avais peut-être un ou deux pixels de ton écran qui s'affichaient en jaune au lieu de rouge, qui s'affichaient en vert au lieu de bleu. Tu le remarquais même pas en fait. Tu disais c'est un bug du jeu. Mais non, en fait, c'était, bah, le coprocesseur arithmétique qui était défaillant, hein, qui calculait mal
Et vous savez, en programmation, le souci qu'on peut avoir avec certains langages de programmation au niveau des arrondis, au niveau des flottants, puisque un peu comme l'entropie, c'est-à-dire quand on génère de l'entropie, de l'aléatoire, on ne fait que simuler de l'aléatoire, puisque par nature, en termes physiques, on ne peut, il n'y a que la nature qui sait générer de l'aléatoire, d'accord? Et encore, certains modèles vous diront que c'est déterministe. Mais voilà, au niveau de l'échelle quantique, ouais, on a de l'aléatoire, d'accord? Il se passe des choses qu'on ne peut pas prévoir. On a ces fameux états de superposition, d'intrication quantique, ok? Plein de phénomènes qui nous dépassent. Donc la nature, l'univers, appelez ça comme vous voulez, la construction de Dieu, si vous êtes croyant, on s'en fout en fait. Ça génère de l'aléatoire. Mais vous savez que nous, en mathématiques, en programmation, en informatique, l'aléatoire, on fait semblant de générer de l'entropie. On va utiliser diverses techniques pour essayer d'avoir une bonne entropie, que ça soit en cryptographie ou pour d'autres besoins, hein. On peut générer de l'entropie, mais c'est de l'entropie qui est simulée, c'est pas de la réelle entropie. D'accord? Bah là, c'est pareil, Quand vous calculez des flottants pour en revenir à la 3D, eh ben, ce principe de simple, de double, de quadruple précision, alors là, on parle de double précision quand on fait du FP64, et pour la plupart des scientifiques, si vous avez utilisé depuis 20 ans vos cartes graphiques pour faire des calculs en double précision, on avait plein d'outils pour faire des calculs scientifiques et travailler sur des projets pour faire avancer la science. Donc voilà. Il y a, je sais pas, 17 ans, 15 ans, j'avais deux, trois cartes graphiques et j'utilisais Boink, Boink, qui est, qui vous permet de travailler sur des projets scientifiques, et qui vont, par exemple, travailler sur essayer de comprendre le principe des enzymes, des protéines, décrypter les protéines pour pouvoir ensuite trouver de nouveaux médicaments ou soigner des maladies. BWINC, en fait, c'est le Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Vous installez ce programme, vous allez vous connecter à des nœuds qui sont reliés à l'université de Berkeley, et c'était le minage avant l'heure. Alors, il y a 15 ans, les gens étaient prêts à gaspiller un peu de leur argent, de leur temps, de leur chaleur, de l'électricité pour faire avancer la science, pour soigner des maladies. Regardez 15 ans plus tard, la plupart des gens maintenant ils veulent faire du pognon comme un petit compte capitaliste et détruire la planète. La mentalité a bien évolué. Mais je dois être un vieux con. Faut apprendre à vivre avec son temps. Donc voilà, Boeing, ça existe toujours, vous pouvez le télécharger. Il y a plein de projets. Et pour le fun, je travaillais aussi pour le SETI. Vous savez, ces fous, ces illuminés qui cherchaient à analyser le spectre électromagnétique dans l'espace pour voir si on n'avait pas E.T., éventuellement, qui nous envoyait des petits messages, si on pouvait pas communiquer avec les extraterrestres. D'accord? Donc il y avait plein de projets, certains loufoques, certains très sérieux, et on avait besoin justement de ce calcul en, en double, puisque on ne peut pas se permettre de faire du calcul en simple précision. Donc voilà, je m'arrêterai là. Simple précision pour le jeu vidéo, double précision tout le temps, parce qu'on a besoin de rigueur mathématique et que les résultats ne soient pas faussés. Et puis après, sur votre carte graphique, en fonction de leur architecture, on a de la double précision à haute vitesse, ou des fois, on se retrouve avec votre processeur qui est bridé, qui va travailler en 1,5 en simple précision et à haute vitesse en double précision. Tout va dépendre de l'architecture. Donc tu comprends bien que ta carte graphique, que ça soit une Nvidia ou une AMD, pourquoi il y a des cartes pro? Eh ben parce que les professionnels n'ont pas les mêmes usages, et parfois les cartes pro sont capables de calculs scientifiques que ta carte est incapable de faire, puisque le but général, c'est, je te disais, faire de la 3D. D'accord? Pas faire des calculs scientifiques, travailler sur des modèles météorologiques, sismologiques, etc., etc. Vous savez que ça demande beaucoup de calculs. Essayer d'étudier les marchés, tout ça, tout ce calcul scientifique se fait en virgule FP64. D'accord? Virgule flottante. Donc voilà, maintenant on arrive à atteindre des téraoctets
en virgule flottante FP64, d'accord? Ce qui était honnêtement impossible, hein, il y a 15, 20 ans. Maintenant, vous avez des centaines de teraflops, hein, même pour le deep learning en FP16 avec les RTX. Moi, j'ai un PC portable, mais oui, j'ai 80 ou 90 gigas, 90 teraflops, pardon, en FP16 grâce aux Tensor Core qui sont présents sur ma 2060, hein. Donc, on a vraiment une puissance de calcul qu'on peut utiliser, hein, et je trouve même que c'est même sous-développé, hein, puisqu'on se sert des Tensor Core dans le grand public uniquement pour faire tourner ce principe de DLSS, hein, d'affinage, d'anti-crénelage avec le deep learning. Mais si on pouvait avoir des drivers ouverts, on pourrait peut-être utiliser, vous savez, on a une API, moi je parle de Nvidia parce que j'ai toujours eu plus de cartes Nvidia que AMD, mais on pourrait utiliser le principe, l'API CUDA, hein, l'interface de programmation, et peut-être utiliser ces Tensor Core. Et ces Tensor Core sont ultra spécialisés pour certaines choses. Mais on peut faire du deep learning. Peut-être on pourrait utiliser cette puissance de calcul pour faire autre chose, hein, pour, je sais pas, casser des mots de passe, hein. C'est un truc qui me vient à la tête. Donc voilà, hein, Nvidia a promis des drivers ouverts, on va voir. Et ça sera qu'une partie, hein, des drivers. Vous savez que jamais ils feront des drivers totalement ouverts et ça va prendre des années. Mais bon, c'est en train de changer, donc on verra. Donc c'est tout ce principe, hein, je me suis grandement égaré, mais voilà pourquoi on a des unités ultra spécialisées et d'autres qui le sont pas. Et l'architecture maintenant, vous le savez, comme je vous le disais, n'est plus monolithique, elle est dynamique, hein. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ce sont les derniers processeurs Intel qui ont des processeurs P performance, hein, qui vont être utilisés par exemple pour le jeu vidéo, pour le calcul scientifique, pour le montage vidéo, d'accord? Et on a des processeurs E, et ça c'est les efficient, hein, en termes d'énergie, d'accord? Donc ils ont une architecture spéciale pour justement faire tourner votre système d'exploitation en stand-by, faire tourner votre navigateur web, vous lire une vidéo sur YouTube, ça ne demande pas autant de puissance, donc c'est une autre architecture ultra spécialisée qui du coup s'approche un peu des architectures ARM qui vont consommer beaucoup moins d'énergie. D'accord? Donc quand vous utilisez votre ordinateur, on va dire sur le bureau, hein, et que vous n'avez pas d'application gourmande, eh ben c'est les processeurs E qui vont tourner. Vous pouvez avoir par exemple 4 processeurs E et 8 processeurs P, d'accord? Donc on va dire que vous avez un processeur 12 cœurs, hein, mais c'est pas tout à fait, c'est plus vrai. Donc c'est ce principe, hein, je vous disais, on n'est plus sur des architectures figées, on est sur des architectures dynamiques, d'accord? Tel type de processeur va lancer plutôt tel type de d'application et tel autre processeur plus performant va lancer tel type d'application. D'accord? Tout ça, le but c'est pour moins de chaleur, moins de chauffe, moins de courant, dépenser moins d'électricité et sur les PC portables faire augmenter la batterie. Vous l'avez bien compris. D'accord? Donc on n'est plus sur ce modèle, hein. C'était vrai jusqu'en 2007, 2008, 2009. En 2009 jusqu'en 2018, Intel a fait des modifications sur ce principe, hein, de, de comment dire, d'architecture, hein. Donc si on reprend l'ancien modèle, comme je vous le disais, hein, qui s'exécute et qui exécute un processus dans un anneau négatif. C'est quoi cette histoire? Alors, les anneaux numérotés négativement sont réservés à un usage spécifique. Vous avez le -1, c'est l'hyperviseur, hein. Typiquement, euh, j'en parlais avec un ami, il va installer Cubes. Bah écoute, Cubes, tu vois maintenant où c'est que tu vas l'installer. Cubes, ça va être dans la partie gris clair, d'accord? Donc Cubes contrôle le kernel, le device driver et le user application, pas de problème. Mais là, tu vas te dire, putain, j'utilise ce qu'utilisait Snowden à la NSA. J'ai le PC le plus sécurisé au monde. Oui, mais t'as encore le SSM. Hein? Regarde cette zone grise claire. Et t'as aussi le ME. D'accord? Donc, lui, heureusement, il est prêt à utiliser un PC qui est vieux, mais qui tourne avec un ME et un SSM semi-actif.
j'ai moi-même modifié l'ensemble de mon BIOS pour annuler cette porte dérobée des agences de renseignement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc la plupart des gens, t'as beau durcir le kernel, t'as beau vérifier que tes drivers sont signés, que tes applications, bah, elles sont légitimes, que tu télécharges pas des saloperies. En fait, si quelqu'un sait attaquer l'hyperviseur, le SSM, le ME, typiquement, tu sais très bien, acteur étatique, agence de renseignement militaire ou cyber euh, criminel hautement spécialisé. Eux, bah, en fait, ils contrôlent le noyau, hein. Et qui contrôle en fait ces trois couches, le ME, le SSM, l'hyperviseur, même le ME, le SSM, vont pouvoir détourner les protections de l'hyperviseur. L'hyperviseur va détourner les protections du noyau, du kernel, et à partir de là, vous savez que vous faites ce que vous voulez au niveau des appels via les drivers et l'application. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, qu'est-ce que je vous dis toujours dans mes vidéos? Je vous ai dit, les agences de renseignement sont capables de passer d'une couche à une autre, de passer à une couche applicative, le userland, à une couche très basse, physique, hein. Alors que vous verrez, hein, quand vous ferez un peu d'ingénierie, on vous expliquera la théorie, c'est que on a le modèle, on a des modèles, hein. En réseau, on a quoi? On a le modèle OSI, on a le modèle TCP. Et une couche communique uniquement avec une autre couche. D'accord? Là, on a vu que par principe de sécurité, c'est que les couches basses qui peuvent communiquer vers les couches hautes. Si on prend le modèle TCP, les couches hautes peuvent communiquer avec celles qui sont en dessous, et celles qui sont tout en bas peuvent communiquer avec celles qui sont en dessous ou au-dessus. D'accord? Mais on ne peut pas sauter une couche. D'accord? Ça, c'est ce qu'on nous apprend, hein. C'est ce qu'on vous apprendra en école d'ingénieur. Et ben, la vérité, c'est que les services de renseignement, je vous ai dit quoi? Il faut apprendre la magie. Eux, ils sont capables de sauter des couches. D'accord? Le userland, ils peuvent passer de l'hyperviseur. De l'hyperviseur, ils auront accès au ME. Le ME, il communiquera, il pourra infecter toutes les couches supérieures. Donc, c'est ce principe d'anneau négatif d'architecture Intel, hein. Donc, -3, moteur de gestion ME, comme on l'appelle, privilège le plus élevé, la porte dérobée de la NSA. Hein, je ne vais pas mâcher mes mots. Anneau -2, mode de gestion du système, hein. Comment pirater l'ensemble des ordinateurs sur Terre? Il n'y a pas que la NSA qui le fait, grâce au SSM. On a trouvé des failles en cascade, hein. On a trouvé plus de 118 failles ces 2 dernières années sur le SSM. Voilà. L'hyperviseur, ce qu'on essaye de durcir. Bah ouais, mais l'hyperviseur aussi, on peut l'attaquer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas l'hyperviseur, la couche -2, -3. OK? Et la couche -2 ne voit pas la couche -3. La couche -3 fait ce qu'elle veut. Donc, elle va pouvoir modifier la couche du SSM, introduire des bootkits, des rootkits, et à partir du moment, toutes tes actions que tu essaies de faire, hyperviseur en dur, hein, façon logicielle, façon bas niveau, en bare metal, tu essaies de durcir ton noyau, hein. Je te dis, tu vérifies tes périphériques, tu essaies d'installer des applications propres, t'as beau faire tout ça, il y a des gens que tu ne vois pas qui font ce qu'ils veulent dans ton dos et tu ne pourras strictement rien faire. D'accord? Donc tu as bien compris que c'est l'endroit de choix, le mets de choix pour venir t'espionner. Et c'est ce que font toutes les agences de renseignement. Ok? Alors là, je suppute, hein, moi je travaille pas pour les agences. Ça se saurait.